de bien original dans ce podcast, mais il s'agit pour moi de préciser le contexte du podcast qui suivra. Liberté. Vous avez remarqué que dans pratiquement tous mes podcasts, ce terme revient sans arrêt. Être et faire librement. Mais que de troubles, d'interrogations, de craintes et de restrictions de tous ordres ce mot provoque. Pourtant, depuis la Révolution de 1789, nous osons nous prévaloir de ce mot inscrit sur les frontons d'une république. On sait pourtant très bien la géométrie variable avec laquelle le mot est utilisé, en particulier suivant de quel côté on est situé, du côté des dominants ou du côté des dominés. Donc, il faudrait qu'il n'y ait ni dominant ni dominé, et que l'autre mot du fronton, égalité, soit effectif. Bon, nous sommes très très loin de cela. Sont devenus glacés, nous parlent que de profit, la condition de l'homme effacée. Mondialisation et concurrence sont leur unique phrasé. Les peuples littéralement écrasés, la création menacée. Multinationales et croissances ont tracé leur route sur nos libertés. Ils ont juré, craché, créé un entravera la leur à l'heure où les dictatures sont cachées. À cause de leur profit immédiat, l'avenir est gâché. Cette bande d'ingrats ont réduit la planète à un grand marché. La loi des plus riches est beaucoup plus... Dans les représentations générales, la liberté totale de chaque individu conduirait inévitablement à l'anarchie, terme dont on a fait un synonyme de pagaille. Il semble impossible qu'un groupe humain quelconque soit capable de s'autoréguler lui-même, sans dominant pour diriger et dominé pour exécuter. Il paraît logique que soient posées les limites de cette liberté. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Article 4 de la Déclaration des droits de l'homme. Ce qui implique la possibilité de faire tout ce qui n'est point interdit, comme ne pas faire ce qui n'est point obligatoire. Article 5. Et enfin, la liberté de dire ou de faire ce qui n'est pas contraire à l'ordre public ou à la morale publique. Le dernier point n'est cependant pas aussi limpide qu'il peut y paraître, puisque qui décrète l'ordre et la morale publique ? On sait ce qu'il en est aujourd'hui, et finalement de tout temps. Il paraît donc raisonnable que des restrictions à la liberté soient posées. Mais qui sont ceux qui imposent ces restrictions ? Évidemment, les dominants. Plus la position est élevée dans la hiérarchie des dominants, et moins on est contraint par ce qui est imposé aux autres, ou plus on peut digresser impunément. Les variations de la liberté et des limites de son exercice ne sont même pas liées à l'autre principe républicain, l'égalité, même pas l'égalité devant la loi. Les restrictions, les interdits avec les obligations, sont ce qui fait la seule matière des règles et des lois. Vous avez remarqué qu'absolument toutes les règles et les lois qui régissent une société ne sont que cela, sauf celles qui donnent une liberté absolue aux dominants. Exemple, l'instauration de la libre concurrence. On va même invoquer que c'est une loi naturelle de la nature et de l'espèce humaine. Mais on se garde bien de dire que cette loi est en réalité la loi du plus fort, qui écrase inexorablement toute concurrence et tout concurrent. Je résume. Vous êtes libre de faire ce que nous vous autorisons de faire. Et au fil du temps, ce qui vous est autorisé diminue comme une peau de chagrin, sans même que vous vous en rendiez compte. Bon, je n'ai pas besoin de donner des exemples, vous les subissez tous les jours. Interdit de pirater sur Internet, interdit de dessiner le prophète, interdit de réfléchir sur les photos d'identité, pas de sourire, pas de pied de nez, interdit de déconner. Interdit de dicter
n'y a aussi aucune règle, aucune loi qui, logiquement, ne puisse se passer de sanctions en cas de dérogation. Donc, plus augmente règles et lois, plus augmente le nombre et la force des sanctions, plus il est nécessaire que les appareils de surveillance et de répression deviennent démesurés. J'ai déjà parlé de la nécessité que les organisations sociales, territoriales, politiques et toutes les autres soient des petites structures. Évidemment, la marche de notre société va dans l'autre sens. Et alors, règles et lois s'accumulent, s'empilent les unes sur les autres, n'ont même plus aucun sens là où l'on vit. C'est mécanique. Avec son moulin à eau ou à vent, le minotier avait peu de choses à respecter pour assurer la sécurité, ne pas causer de tort à la rivière qui lui apportait l'énergie nécessaire, ainsi qu'à l'environnement. Pas besoin que j'explique ce qu'il en est avec une centrale nucléaire. Si la liberté résulte en une certaine autonomie dans ses actes, même s'ils sont au service d'un employeur ou même au service du bien public, il n'y a plus beaucoup d'espaces sociaux où cela soit possible. Alors, liberté impossible ? Comme d'habitude, je vais revenir à mon vécu avec les enfants. Lorsque des adultes plongent dans leur passé d'enfant, ce qui revient souvent, c'est les souvenirs des moments d'une liberté vécue, même enjolivée, ou à l'inverse, l'absence de liberté. Ces espaces-temps hors de la surveillance des adultes sont devenus beaucoup plus rares aujourd'hui, même en milieu rural. Bien sûr, il y a le souci sécuritaire, voire la phobie sécuritaire. Il y a le souci permanent de la responsabilité. Mais le regret qui surgit, soit d'avoir perdu ensuite cette liberté quelque peu sauvage, soit de ne l'avoir jamais connue, devrait interpeller sur la place du concept dans la construction des personnes. Liberté, liberté, je recommence ma vie, je suis née pour te connaître, pour te nommer, sur les champs, sur l'horizon, sur les ailes des oiseaux, sur le moulin des ombres, j'écris ton nom, sur la mousse des nuages, sur les sueurs de l'orage, sur la pluie épaisse et faite, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot. La vraie liberté qui reste est l'espace entre ce qu'on vous autorise de faire, ce qu'on vous empêche de faire et ce qu'on vous oblige de faire. Autrement dit, il ne reste pas grand-chose. Et dans l'école traditionnelle, il ne reste rien. Même pas la liberté d'aller faire pipi lorsqu'un enfant en a besoin. Et je n'ai pas besoin d'insister sur le contrôle absolu des faits et gestes des enfants, à l'école traditionnelle, jusqu'à l'impossibilité de la liberté d'être ce que l'on est, comme par exemple d'être ce que l'on appelle hyperactif ou TDAH, et d'une façon générale différent. Bien sûr, pas un enseignant ne pense qu'il éduque à la soumission, ni ne veut éduquer à la soumission. Pas un ministre n'osera le dire, même si aujourd'hui... Mais tout le monde, y compris la majorité des parents, est convaincu qu'il faut que, dès 3 ans aujourd'hui, les enfants ne fassent pas autre chose que ce que l'on leur dira de faire pendant la plus grande partie de leur temps pour qu'ils sachent lire, écrire, compter et acquérir les connaissances jugées indispensables à tout adulte. Une majorité est convaincue qu'il faudra qu'ils apprennent à penser avant de penser, que si on les laissait faire, ils ne feraient que jouer et qu'ils seraient même dangereux pour eux-mêmes. Lorsque l'on fait remarquer que l'école correspond à un long emprisonnement, même soft, on provoque l'incompréhension et on se fait traiter d'irresponsable, voire de débile. Poser la question de la liberté à l'école traditionnelle est incongru puisque celle-ci y est anormale et ne ferait que troubler son bon fonctionnement.
Dans le podcast précédent, j'ai abordé comment, même dans les pédagogies qui permettent une certaine liberté, celle-ci est limitée par ce que l'on pourrait appeler un pédagogiquement correct. Alors, comment dans nos classes uniques de troisième type, étions-nous arrivés à laisser s'établir au plus loin possible la liberté des enfants ? Eh bien, ce sera dans le podcast suivant.